Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer les différents mondes qui composent notre univers, ou plutôt, comme diraient les anciens scandinaves, notre multivers. Car c'est bien là toute la nuance de notre existence, entre ce que nous croyons, ce que nous savons et ce que nous ignorons, du moins pour la plupart d'entre nous. Notre science officielle nous amène à raisonner en 4 dimensions, soit la longueur, la hauteur, la profondeur et le temps. Tout ce qui est doit donc rentrer dans ces 4 normes. Ce qui n'y rentre pas sort alors de notre logique, et donc, pour la plupart des raisonnements cartésiens, n'existe pas. Ce raisonnement a fonctionné pendant des siècles, sans avoir besoin d'être mis en question. Tout ce que l'on ne comprenait pas appartenait alors au domaine de Dieu, de la magie ou du diable. Avec l'industrialisation, Dieu et le diable sont devenus des concepts plus que des vérités. Et sans étudier davantage les phénomènes étranges, on a cru bon de mettre ces sujets de côté, en les laissant alimenter les croyances populaires des classes dites inférieures. Pourtant, les clés de ces phénomènes ont de tout temps été possédées par des classes d'hommes, initiés de cénacles religieux, qui sans avoir les outils scientifiques pour expliquer ces phénomènes avec la science officielle de leur époque, en possédaient néanmoins la compréhension qu'ils imageaient ou expliquaient avec leurs connaissances et leur regard propre. Ces hommes, mages ou alchimistes, nous ont laissé des écrits codés pour les seuls initiés à leur science. Mais une autre classe de la population cherchait également des réponses. Ils avaient besoin de voir pour comprendre, dans un domaine où la compréhension diffère parfois de la vision, et où la vision peut parfois agir sur le résultat. Partant d'une conception en 4 dimensions, ils ont bien souvent dû se creuser la tête pour accepter ce qu'ils voyaient sans pouvoir l'expliquer. Enfin, au début du XIXe siècle, de nouvelles expériences ont commencé à donner une nouvelle voie pour la physique, voie qui ne sera réellement empruntée qu'à partir du XXe siècle. Parmi ces expériences, le principe des fentes de Young en est un exemple frappant. Mais pour vous expliquer ce phénomène, je préfère laisser la parole à quelqu'un de plus expérimenté que moi. Ah, vous êtes là. C'est Thomas Young, en 1801, qui réalisa le premier cette expérience qui est considérée aujourd'hui comme l'une des toutes premières observations à classer dans ce qu'on appelle la physique quantique. Le principe en est simple. Un faisceau lumineux traverse tout d'abord un morceau de papier avec une fente au milieu. La lumière traverse la fente et reproduit celle-ci sur un écran opposé. Je remplace ensuite mon papier à une fente par un autre papier, à 2 fentes cette fois-ci, et je réitère mon expérience. Et là, miracle! Au lieu d'obtenir l'image de 2 fentes sur l'écran opposé, comme on pourrait s'y attendre, j'obtiens de fait une multitude de raies de lumière, comme si la lumière s'était démultipliée. Ce phénomène s'appelle des interférences et démontre la double nature de la lumière, qui est à la fois ondulatoire et particulière. Mieux, on s'est aperçu également, en réitérant l'opération sur des électrons, des neutrons, des atomes et des molécules, que l'observateur interagissait avec le champ d'observation. Finalement, ce n'est qu'au début du XXIe siècle que certains parallèles seront réellement faits entre les phénomènes liés à l'occulte et à la spiritualité. Bien que souvent mal comprise ou mal interprétée, la physique quantique, sans nous apporter toutes les réponses à nos questionnements, nous permettra certainement d'entamer une nouvelle forme de compréhension de nos capacités et de notre univers dans les prochaines années. Mais il faut bien se mettre d'accord d'ici là. On ne peut expliquer une chose que sur la base de connaissances déjà acquises. Ainsi, et malgré toute la meilleure volonté du monde, personne n'est aujourd'hui capable de nous donner des certitudes. On ne peut que s'approcher de la réalité avec nos propres mots, notre propre vision. C'est donc ma vision que je vous propose d'étudier dans cette vidéo. Façonné par l'étude des textes sacrés, mais également de la littérature ésotérique traditionnelle et de mes propres expériences sur plus de 20 années de pratique, je vous propose donc de faire un point sur mes convictions et de les confronter à votre réalité
afin qu'ensemble, nous continuions d'approcher d'une vérité probable. Tout d'abord, mettons-nous d'accord sur le vocabulaire. Qu'est-ce que j'entends par la pluralité des mondes et que sont ces mondes? De tout temps, l'homme a parlé de pont ou de contact entre notre dimension physique, dans laquelle se meut nos corps physiques, et d'autres dimensions que j'appelle mondes, lieux de résidence d'êtres ou d'entités, appelés selon les traditions anges, esprits, démons, djinns et que sais-je encore. Les religions ont même classé ces mondes entre paradis, purgatoire et enfer, monde des gentils et monde des méchants. Mais la réalité est bien plus complexe que ça. Personnellement, j'estime qu'il n'y a ni haut ni bas, ni paradis, ni enfer. Il y a des mondes, imbriqués les uns dans les autres à l'instar de poupées russes, mais dont la matière qui les constituerait aurait des densités différentes, faisant que chacun de ces mondes coexisterait dans le même plan, sans pour autant se toucher ou se percuter. Pour illustrer cette idée, prenons la relation entre la lumière et la matière. La lumière est diffusée partout dans notre environnement. Nous savons notamment que la lumière est composée de particules, de la même façon qu'un morceau de pierre est lui aussi composé de particules, mais de densités différentes. Ainsi, la lumière peut traverser une vitre sans la briser, alors qu'une pierre fera un trou dans la même vitre. Cette vision très simplifiée nous permet d'avoir une première approche du phénomène de l'interpénétration des mondes. Nous pouvons imaginer ainsi que des éléments de densités différentes peuvent coexister et être vus dans une même dimension, même si l'on ne peut avoir de contact physique avec. Ainsi, on peut donc en déduire que nos 5 sens habituels ne peuvent pas capter l'intégralité de tout ce qui passe autour de nous. Pour continuer notre démonstration, nous pouvons imaginer l'ensemble de ces dimensions de cette façon. Imaginez que nous prenions un contenant en verre. Nous versons tout d'abord du mercure dans ce récipient, puis de l'eau, puis de l'huile. Ces 3 liquides sont de densités très différentes et donc ne peuvent se mélanger. Pourtant, vous êtes conscient qu'elles font toutes 3 parties intégrantes du récipient dans lequel elles se trouvent. Mieux, commençons à faire tourner le récipient sur lui-même de plus en plus vite. La vitesse de rotation fera que les liquides vont former des sphères au sein du récipient. Le mercure, dont la densité est la plus importante, formera le noyau. Puis l'huile enveloppera la sphère de mercure, créant à son tour une sphère d'huile autour de la première. Enfin, l'eau prendra la place restante, formant à son tour une sphère, si la vitesse est suffisante, qui permettra d'englober nos 2 liquides précédents. En définitive, le récipient contiendra 3 liquides de densités différentes, mais soumis aux mêmes lois et interconnectés les uns aux autres. De la même façon, notre monde de matière est entouré de nombreux autres mondes de densités très différentes et pourtant si proches que nous ne pouvons pas concevoir en utilisant uniquement nos 5 sens. Nous-mêmes ne sommes pas composés uniquement d'un corps matériel, mais d'un ensemble de corps de densités différentes interagissant avec notre corps physique. Cela, les bioénergéticiens en ont bien conscience, puisque leur travail consiste justement à travailler à la bonne santé de ces différents autres corps. Le fait est que, malheureusement, tout le monde n'est pas au courant de tout ça, ni que ce que nous appelons évolution spirituelle consiste en grande partie à prendre conscience de chacun de nos corps pour finalement interagir avec eux, jusqu'à déplacer notre conscience dans ces différents corps. Plus nous purifions notre corps physique, et plus nous accédons aux autres fonctions de ces différents corps que nous appellerons subtils. Parmi ces différentes fonctions, nous accéderons progressivement à une extension de nos sens communs, un peu comme les aveugles qui compensent leur handicap par une ouïe surdéveloppée, ou les sourds qui développent une attention visuelle parfois incroyable. L'évolution nous permet ainsi d'étendre notre conscience des différents mondes ou plans d'existence, jusqu'à nous permettre d'entrer en contact avec ses habitants. Malheureusement, ou heureusement, c'est selon, cette évolution spirituelle n'est pas donnée à tout le monde. Sur la quantité d'êtres humains qui peuplent notre monde, bien peu ont conscience de son existence, enfermés dans une survie matérielle à laquelle ils ne peuvent échapper.
Puis, sur l'ensemble de la minorité concernée par l'évolution spirituelle, une nouvelle minorité seulement est prête à tendre vers elle, cherchant sa voie au milieu des dizaines de techniques proposées selon les cultures, les religions ou les philosophies. Enfin, même parmi les quelques personnes qui auront su s'engager sur une voie, là encore très peu d'entre eux seront capables d'aller jusqu'au bout. En effet, une voie d'évolution spirituelle requiert bien souvent un détachement et une ascèse de plus en plus difficiles à tenir au sein de notre monde moderne. D'autant que l'illusion de la voie, dont peu de gens soupçonnent l'existence, fait bien plus d'adeptes que la voie elle-même. Mais alors me direz-vous, si aussi peu de personnes sont capables d'atteindre un aussi haut niveau d'évolution spirituelle nécessaire au contact avec d'autres mondes, comment peut-on en parler et comment peut-on même en appréhender l'existence? Eh bien c'est ici qu'intervient la grande histoire de la magie, laquelle est aussi ancienne que la civilisation elle-même. De tout temps, l'homme a toujours cherché à comprendre ce dont il soupçonnait intuitivement l'existence. Et de la même façon qu'il a appris à voler sans que des ailes lui poussent, l'homme a appris à contourner les règles de l'évolution spirituelle afin d'explorer et de comprendre les mondes invisibles qui l'entouraient. C'est ainsi qu'est née la magie, la science de l'autre monde, la haute science comme on l'a toujours appelée. Mais revenons à nos moutons. Et avant d'aller plus loin dans la compréhension des différents mondes et leur interaction avec le nôtre, il nous faut revenir sur quelques détails trop rapidement survolés tout à l'heure et que nous allons détailler. Nous l'avons vu, nous sommes donc constitués de plusieurs corps énergétiques, ou subtils, lesquels sont en interaction avec les différents mondes dont nous parlions plus haut. De la même façon que la Terre, qui n'est finalement pas seulement composée de sa partie physique, mais également d'autres dimensions de densité différentes faisant pourtant partie intégrante d'elle-même, nous-mêmes sommes, comme elle, constitués de plusieurs parties de ces mondes. Nous retrouvons d'ailleurs cette constitution commune entre la Terre et l'homme, non seulement sur les plans énergétiques, mais également au niveau physique. Voyez vous-même. Vous avez sans doute entendu parler à l'école de la table de Mendeleïev, mais vous a-t-on dit seulement ce qu'elle représente? Cette table nous permet d'avoir dans une classification simple et en un seul regard l'ensemble des constituants de notre planète. En comparant les éléments constitutifs de la croûte terrestre, les chercheurs ont pu s'apercevoir qu'ils sont au même nombre et exactement les mêmes que ceux constituant le corps physique. D'autre part, la proportion d'eau dans notre corps, environ 65%, est très proche de celle de la Terre qui est d'environ 70%. D'ailleurs, la proportion d'eau dans le corps à la naissance atteint parfois 78%. Ces éléments doivent bien nous faire comprendre que nous ne sommes pas de simples passagers sur ce caillou qu'est la Terre, mais nous faisons partie intégrante de celle-ci et avons été créés sur un même modèle. Ceci étant dit, les anciens avaient créé tout un système d'analogie qui leur permettait, en fonction des supports utilisés, de classifier les différents mondes en les comparant avec ce qu'ils connaissaient. Ici réside encore un mystère, car chaque monde qu'ils ont répertorié a été analogiquement attribué à une planète de notre système solaire. Et donc, chaque corps énergétique a lui aussi été associé à une planète. Si je reprends ma démonstration du lien existant entre l'homme et la planète, les deux faisant partie d'un même tout, par extension, nous pouvons sans doute penser que la Terre elle-même fait partie d'un ensemble plus grand, que notre regard limité étant aux frontières du système solaire. Ainsi s'expliquerait la relation que les anciens ont faite entre nos corps, les mondes et les planètes de notre système solaire. Le fait est que, comme nous pouvons le constater, 7 centres énergétiques alimentent chacun 7 corps énergétiques, lesquels sont reliés analogiquement à l'énergie d'une planète du système solaire proche.
J'ai déjà expliqué dans un cours vidéo sur l'astrologie magique ce que je pense des planètes au-delà de Saturne. Je n'y reviendrai donc pas. L'arbre de la Kabbale, de la tradition occidentale, nous indique les chemins et relations existantes entre les différents mondes. Vous commencez sans doute à avoir une image de plus en plus précise de cette notion de monde. Il est maintenant temps d'aller un peu plus loin et d'en détailler ses habitants. Vous avez très certainement entendu parler du monde astral. Celui-ci est le plus proche du monde physique. Il est en quelque sorte une copie non matérielle de notre propre monde. Les occultistes l'ont longtemps comparé au négatif du monde physique, prenant dans cette image une analogie avec le négatif d'une photo tirée sur papier argentique. À l'ère du numérique, cette image ne remplit plus vraiment son rôle analogique pour toute une génération. Parlons alors d'un monde virtuel, dénué de support matériel ou physique. Un monde où la densité des matières est si faible que l'on passe aisément à travers un mur de notre monde physique, et où la notion de temps et d'espace est différente. Dans le monde astral, le voyage se fait à la vitesse de la pensée. Ce monde donc, bien que plus subtil que notre monde physique, est néanmoins le plus dense des autres catégories des mondes subtils. Étant le plus proche de la fréquence de la Terre, il est aussi le plus accessible. Le corps physique possède, selon les traditions, un double énergétique lui permettant d'interagir au sein de ce monde astral. Ce double est appelé communément le corps astral. Il est une sorte de véhicule, une enveloppe, dans laquelle notre conscience peut se déplacer afin de se mouvoir et découvrir le monde astral. Comme je le disais plus haut, le monde astral est le plus proche et donc le plus facile d'accès. Il existe aujourd'hui des techniques d'entraînement psychique permettant de prendre le contrôle de ce corps astral et de l'utiliser ainsi pour découvrir ce double de la Terre. On peut également, avec un sujet sous hypnose, faire décorporer celui-ci afin de le faire voyager à travers l'astral. Dans ce genre de cas, c'est l'hypnotiseur qui contrôle le sujet et décide donc de la destination. Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu l'occasion de réaliser ce type d'expérience avec un sujet particulièrement sensible à l'hypnose. Celui-ci, allongé sur un lit avec un traversin sur le visage, afin de l'empêcher d'utiliser ses yeux physiques, a été décorporé par mes soins grâce à l'hypnose et s'est retrouvé derrière mon épaule. Après quoi, j'ai écrit une série de mots sur une feuille blanche devant moi, et le sujet a pu lire sans aucune erreur l'intégralité de ce que j'écrivais. J'ai dessiné ensuite diverses figures que le sujet m'a parfaitement décrites. Cette expérience m'a permis de comprendre davantage encore le fonctionnement de ce corps astral. Néanmoins, la sortie de corps en astral, lorsqu'on la pratique seule, peut s'avérer difficile pour beaucoup de personnes, car elle demande une grande concentration et une maîtrise de ses peurs. De plus, il faut être capable de calmer son mental sans tomber dans l'illusion. Beaucoup de personnes aujourd'hui, persuadées de sortir dans l'astral, ne font en réalité qu'un voyage mental, créé de toutes pièces par leur esprit. Le danger de ces voyages est qu'ils s'inventent un monde qui n'existe pas, et finissent par vivre dans leurs illusions, et parfois entraîner d'autres personnes avec eux. Dans certaines sociétés initiatiques magiques, un rite existait au moment de passer ce que l'on appelle communément un grade, mais qui marquait en fait un autre niveau de connaissance de l'apprenti magicien. Ce rite, que l'on appelait selon les traditions la mort d'Osiris, consistait à allonger l'initié au sol, enroulé dans une couverture telle une momie. Certains encens spécifiques étaient brûlés de chaque côté de sa tête afin de favoriser la décorporation. Les autres membres de la loge formaient une chaîne autour de lui afin de protéger le corps physique durant l'absence du corps astral. Ce dernier devait donc s'extérioriser et aller voir une sorte de mot de passe qui avait été placé au préalable dans une enveloppe, laquelle était placée sur une table dans une autre pièce. Une fois que l'initié, via son corps astral, avait été prendre connaissance de ce mot de passe, il devait réintégrer son corps et révéler le mot au groupe. Si le mot était juste, cela confirmait la bonne sortie de l'initié et lui permettrait à l'avenir de sortir de son corps aussi souvent qu'il le désirait. Autrement dit,
Si dans l'astral vous êtes capable de voir une information du plan physique, inconnue de votre esprit et vérifiable à votre réveil, cela signifiera que vous vous êtes bien décorporé. Sinon, vous serez resté dans un monde d'illusions. Une fois que vous aurez acquis la capacité de voyager dans le monde astral, vous vous apercevrez bien vite que d'une part, vous n'êtes pas le seul être humain à vous y promener, et d'autre part qu'il n'y a d'ailleurs pas que des humains dans ce monde. Vous y rencontrerez ainsi toute une faune, parfois à l'aspect étrange, qui vit littéralement dans ce double terrestre. Ici, il est important de comprendre certaines données. Tout d'abord, la forme d'une entité n'est pas, comme sur le plan physique, quelque chose de définitif ou de général. Une même entité pourra être vue de vous selon une forme et selon une autre forme de la part d'un autre. Dans le plan astral, tout n'est qu'énergie. Odeur, saveur, forme et son ne sont que des conventions interprétées par notre esprit afin de permettre une compréhension de notre mental. Mais réellement, ce que vous avez en face de vous correspondra davantage à une énergie sans forme précise. De la même façon, si vous rencontrez une personne que vous connaissez dans l'astral, rien ne dit qu'elle n'y paraisse pas plus jeune ou plus vieille. Encore une fois, ce n'est pas une forme que vous rencontrez, mais une énergie. D'ailleurs, jeune ou vieille, vous la reconnaîtrez sans problème. Ensuite, vous avez sans doute entendu parler de base astrale ou d'astral négatif. Il est bon d'expliquer ces termes avant d'aller plus loin. Parler du base astral ne signifie pas qu'il y a un genre d'étage ou de classement dans le monde astral, rien de tout cela. Il y a simplement des entités qui ont des intérêts ou des objectifs différents de certaines autres. Ainsi, comme je vous le disais plus haut, le monde astral est un monde d'énergie. Les entités de ce monde s'y nourrissent de fait également d'énergie. Étant le double de la Terre, les entités ayant le moins de scrupules auront tendance à chercher leur nourriture auprès de ceux qui en produisent le plus, l'être humain. Par exemple, le sang et les liquides séminaux, véhicules de l'énergie dans l'organisme, sont d'excellents festins pour ces entités. Certaines pratiques également, comme la médiumnité dont nous reparlerons, qui demande une grande dépense énergétique de la part d'une personne, attireront comme des mouches les entités cherchant à se nourrir. Ces entités donc, qui se nourrissent de l'énergie humaine, sont considérées comme des entités négatives, de la même manière que les vers qui se délectent de nos cadavres nous répugnent. Du coup, les anciens les ont nommées entités de base astrale, de la même façon que l'on parlerait des hommes sans morale et sans scrupules qui vivent dans les bas-fonds de notre société. Enfin, il est important de comprendre que nous avons pénétré un monde qui est destiné à une évolution de la plupart de ceux qui y passent. Le monde astral n'est donc pas une fin en soi, mais plutôt un lieu de transit. Nous y posons le pied lorsque nous mourrons, mais c'est dans l'attente de recevoir notre carte d'embarquement qui nous conduira ailleurs. Parfois, selon la façon dont nous mourrons, nous y restons un petit peu le temps de comprendre que notre vie terrestre est finie et qu'il faut passer à autre chose. Il est donc très improbable d'y retrouver une personne décédée depuis plusieurs années. Par contre, tout y étant énergie, il arrive souvent qu'on y laisse une empreinte énergétique qui peut perdurer et être vue durant très longtemps, voire même sur le plan physique. C'est ce que l'on appelle bien souvent un fantôme. Le monde astral peut également servir de sas entre notre monde physique et un autre monde, nous permettant l'espace de quelques minutes de communiquer avec une entité supérieure. Mais cela demande une certaine organisation dont nous reparlerons plus loin. Gardons néanmoins à l'esprit que dans la plupart de nos rencontres astrales, cela sera avec les habitants de ce plan, lesquels ont souvent dans l'idée de se nourrir de l'énergie que nous pouvons leur fournir. Soyez donc toujours prudents et vigilants dans vos rencontres. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différents habitants du plan astral. Je l'ai déjà fait dans mon cours vidéo sur les protections en magie. Je vous y renverrai donc. Toutefois, j'insiste sur le fait que le plan astral véhicule une certaine catégorie d'êtres qui représentent un réel danger pour des personnes fragiles. Comme je le mentionnais plus haut, ces entités se nourrissent exclusivement de l'énergie que nous diffusons. Nous sommes donc à leurs yeux des proies, tout aussi faciles d'accès qu'elles peuvent facilement nous manipuler, notamment du fait de notre méconnaissance de leur monde. À notre époque, une véritable mode s'est installée, consistant à contacter telle ou telle entité, communiquer par divers procédés et sans aucune protection avec son grand-père ou son aïeul,
le tout sur commande, sans aucune purification psychique préalable. Nous sommes ainsi rentrés dans une ère d'illusion qui, sous prétexte de diffuser des messages d'amour et de paix vers une évolution spirituelle commune, nous détache en réalité des véritables objectifs de notre existence, pour nous enfermer dans une lascivité et un attentisme qui fait de nous de véritables self-service pour les entités qui se nourrissent de notre énergie. Je reviendrai sur ce sujet à la fin de cette vidéo et j'en détaillerai et analyserai les tenants et les aboutissants afin que vous compreniez bien ce qui se trame. Mais d'ici là, il nous reste encore quelques sujets à aborder. Vous l'avez maintenant parfaitement compris. Il existe des mondes, de densités différentes d'une autre et peuplés d'êtres tout aussi différents. Le monde astral que nous avons étudié en est un, le plus proche et le plus facile d'accès. Mais les anciens ésotéristes en ont découvert une quantité d'autres, de densités de plus en plus subtiles et donc de plus en plus difficiles pour notre corps à visiter. Leurs habitants eux-mêmes, étant d'une nature énergétique différente de la nôtre, sont donc tout aussi difficiles à contacter. Enfin, puisque tout interagit l'un avec l'autre, cela ne signifie pas qu'il puisse y avoir des ponts qui relient ces mondes aux nôtres. Ces ponts, les anciens mages les ont découverts, explorés et ont mis au point des méthodes nous permettant à notre tour de les emprunter. Et pour comprendre comment ils y sont parvenus, nous allons tout d'abord tâcher de bien comprendre à quoi nous nous confrontons. Nous avons donc des mondes très différents et nous souhaitons créer un pont entre l'un et l'autre. Pour illustrer notre propos, nous allons considérer notre monde, nourri par l'air, et celui d'un poisson nourri par l'eau. Si je veux rentrer en contact avec un poisson, j'aurai le choix entre deux méthodes distinctes. La première consistera à placer de l'eau de l'environnement du poisson dans un bocal et à faire venir le poisson dans celui-ci. J'aurai donc recréé l'environnement du poisson dans mon monde, ce qui me permettra de communiquer avec lui. Évidemment, le but ici n'étant pas d'emprisonner ce poisson auprès de moi, ce qui le rendrait malheureux. Donc une fois la communication effectuée, je le renvoie dans son environnement. La seconde méthode consistera cette fois à m'équiper d'une combinaison de plongée et de bouteilles d'oxygène pour aller moi-même à sa rencontre, dans son propre monde. Cela me demandera davantage d'investissement personnel, de travail et bien sûr un coût plus élevé que la première méthode, sans compter le danger qu'il peut y avoir à visiter un monde que je ne connais pas. On ne sait jamais sur qui ou sur quoi on va tomber. Ces deux méthodes se retrouvent dans la magie. Elles sont les seules techniques garantissant un véritable contact avec une entité et un monde donné. Et ces deux méthodes ont un point commun. Elles nécessitent malgré tout un élément, un lien qui permette le passage, sans erreur possible, de l'un vers l'autre monde. Ce lien est ce que les anciens ont appelé un condensateur fluidique. Celui-ci permettra de créer le pont nécessaire à la communication. Mais voyons comment cela fonctionne. Rappelez-vous tout à l'heure, nous avons vu que les mondes étaient superposés les uns aux autres, un peu comme le sont des liquides de densités différentes. Je vais maintenant réaliser une petite expérience pour vous, afin de vous faire comprendre comment va agir un condensateur fluidique. Reprenons notre exemple. Je verse dans un récipient de l'eau et de l'huile essentielle. Pour notre exemple, il s'agit d'huile essentielle de mandarine rouge. Comme vous pouvez le constater, les deux liquides de densité différentes ne se mélangent pas. Maintenant, je vais retenter l'expérience d'une toute autre façon. J'ai ici de l'alcool à 90. Cet alcool
sera notre condensateur fluidique. Je mélange l'huile à l'alcool. Celle-ci va alors se dissoudre dans l'alcool, pour ne plus former qu'un seul liquide. À ce nouveau mélange huile-alcool, je vais alors incorporer de l'eau. Et là, au miracle, l'huile essentielle s'est mélangée. L'huile essentielle s'est mélangée à l'eau. L'alcool, condensateur fluidique, a créé le pont entre les mondes. Bien sûr, ce pont n'est jamais à 100% complet. C'est pourquoi cette action ne saura rester dans la durée. La communication entre deux mondes doit rester quelque chose de temporaire, à moins que votre condensateur fluidique soit plus efficace que le mien. Pour les apprentis alchimistes, n'oubliez pas que les anciens reliaient analogiquement l'huile à l'âme et l'alcool à l'esprit. Notre corps, composé à plus de 65% d'eau, pourrait très bien être analogiquement relié à l'eau. Maintenant, réfléchissez à tout ça. Vous avez donc compris un élément important du savoir magique, celui du condensateur fluidique. Il nous reste maintenant à détailler, au regard de la magie, les deux méthodes de communication dont nous avons parlé. Tout d'abord, je fais venir le poisson. Cette méthode classique de la magie est ce que l'on appelle un rituel d'invocation. Au cours de ce rituel, à l'aide de différents condensateurs fluidiques, je vais dans mon oratoire recréer en partie le monde de l'entité invoquée. Puis, l'appeler afin qu'elle se manifeste. Celle-ci, selon les cas, se manifestera ou apparaîtra. Je lui poserai alors mes questions, puis la laisserai repartir. Cette technique demande beaucoup d'énergie de la part de l'opérateur, mais également de la part de l'entité elle-même. Il vaut mieux ne jamais faire durer trop longtemps ce type de rituel, car d'autres entités plus farouches pourraient rentrer dans la brèche que vous aurez ouverte et vous agresser physiquement. De plus, soyez certain de la pertinence des demandes que vous ferez à l'entité évoquée. Celle-ci n'aime pas qu'on les dérange pour rien. Seconde méthode, je vais visiter le poisson chez lui. Cette méthode se déroule un peu comme un voyage astral. Elle nécessite la mise en place de protections solides afin de limiter toute mauvaise surprise. Vous n'iriez pas plonger au milieu des requins sans une cotte de maille. Elle demande donc une purification du psychisme. Il est inutile, je l'espère, de rappeler que pour avoir un psychisme sain, les drogues, alcool et tabac seront proscrits de votre vie. De plus, il peut être nécessaire avant d'entreprendre ce voyage de procéder à un rituel de purification ainsi qu'une période de jeûne pouvant s'étaler sur 24 heures à plusieurs jours. Autant vous dire que le contact avec les autres mondes doit s'inscrire dans une hygiène et une discipline de vie dont peu de gens aujourd'hui peuvent se vanter d'avoir. Cela nous amène maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Je vais à présent vous parler de tous les moyens de communication avec les autres mondes et qui sont à la mode aujourd'hui, en vous expliquant leur origine et surtout leur danger. Nous l'avons vu, le monde le plus facile à contacter est celui qui nous entoure, le monde astral. Il est également celui dont la densité est telle que ses habitants sont souvent en quête d'énergie humaine afin de s'en nourrir. Cette communication avec l'astral s'est toujours faite entre le magicien et ses habitants. Il arrivait souvent que dans certaines de ces opérations, le magicien ait besoin de rappeler une personne décédée récemment afin de lui demander une information. Un rituel était alors pratiqué, souvent dans un cimetière. Ce type de communication était alors appelé la nécromancie. Voyons comment cela s'effectuait.
Lors d'une invocation, le magicien était le plus souvent accompagné d'un médium. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Ces deux personnages entraient dans un cimetière, apportant avec eux leur matériel, une épée, un peu d'encens et parfois la fameuse baguette magique. Le magicien traçait alors au sol un cercle magique l'entourant, ainsi que son médium. Une fois le cercle tracé, il pouvait commencer son invocation, gardant toujours à la main son épée, qui agirait comme un paratonnerre sur l'entité si celle-ci devenait trop agressive ou si quelque danger se présentait. Une fois la communication effectuée, le magicien chassait l'entité puis rouvrait le cercle. Les deux protagonistes pouvaient ainsi rentrer chez eux. Cette petite séquence présente un point essentiel à respecter dans toute invocation, la protection de l'opérateur et de son médium. En effet, comme on l'a déjà dit précédemment, la communication avec un autre monde demande une grande dépense énergétique, laquelle attirera en priorité des entités se nourrissant justement de notre énergie. Il est donc essentiel de bien se protéger afin d'effrayer les entités aux mauvaises intentions et de contacter uniquement celles que l'on aura choisies. Pour cela, le cercle a, de tout temps, joué le rôle d'une barrière infranchissable pour les êtres de l'astral, à tel point que l'on a retrouvé des textes de la civilisation sumérienne présentant un magicien s'entourant d'un cercle pour se protéger. Ensuite, une épée ou une dague nous seront d'un grand secours pour nous débarrasser d'une entité trop agressive. Celle-ci étant constituée d'énergie électromagnétique, l'épée ou la dague agiront tel un véritable paratonnerre. Mais ce qui durant des milliers d'années s'est transmis d'initié à initié, cette connaissance nécessaire à la protection de l'opérateur a volé en éclats le jour où, au XIXe siècle, un homme a cru bon de détruire ses codes, effacer le magicien et mettre ainsi le médium en danger. Cet homme portait le pseudonyme d'Allan Kardec, et il a été à la source de ce qui, de mon point de vue, est l'une des causes de la déchéance spirituelle de notre époque. En codifiant le spiritisme, Allan Kardec a mis le médium sur le devant de la scène, oubliant le rôle du magicien. Pire, dans sa grande ignorance, au lieu de placer les participants d'une séance de spiritisme à l'intérieur d'un cercle, il les a directement placés à l'extérieur, autour du guéridon, les laissant à la merci de toutes entités de base astrale qui seraient attirées par leur réunion. Le résultat, forcément une foule de manifestations toutes plus grandiloquentes les unes que les autres. Autre résultat, la facilité. Désormais, en suivant quelques préceptes simples, tout un chacun peut communiquer avec les morts, les anges, les archanges et que sais-je encore. Sans le savoir, Allan Kardec venait d'ouvrir la porte à toutes les entités de base astrale, susceptibles de venir profiter de notre crédulité afin de mieux se nourrir. Rien ne prouve aujourd'hui que Kardec lui-même ne s'est pas fait manipuler par des entités de base astrale, afin qu'il diffuse largement les techniques qu'il avait mises au point. Kardec était certainement un médium, donc une proie facile pour n'importe quelle entité. Car il faut ici distinguer deux types d'êtres humains. Attention, suivez-moi bien, c'est un peu compliqué. Chez les humains, il y a deux polarités, l'homme et la femme. Énergétiquement, il y a deux polarités, le positif et le négatif. Il n'y a pas ici notion de bien ou de mal, mais réellement de polarité, de différence fondamentale mais complémentaire. Ainsi, l'homme possède une énergie créatrice que la femme fécondera. Autrement dit, la femme reçoit et féconde ce que l'homme donne. C'est ainsi tout le mystère de la vie. Seulement au niveau énergétique, le sexe n'a plus forcément son mot à dire. Autrement dit, un homme peut avoir une énergie fécondante et une femme une énergie créatrice. Comme le symbole du Tao, chaque extrême possède en lui une parcelle de son contraire, qui est en fait son complémentaire. Ainsi, en énergétique, on a classé l'être humain en deux types complémentaires. Le magicien, que l'on retrouve souvent chez le magnétiseur maintenant, et le médium. Le premier utilise ou donne l'énergie, il est donc émetteur. Le second reçoit l'énergie, il est donc récepteur. De tout temps, le binôme magicien-médium a toujours existé dans l'art magique de contacter les autres mondes. Au Moyen-Âge, il était courant de lire dans un grimoire que le magicien devait trouver un enfant de 7 ans qui lui servirait de médium.
L'âge de l'enfant n'était pas anodin. À 7 ans, l'âme a tout juste fini de s'incarner, et l'enfant est donc très sensible à l'astral. Un autre exemple de binôme très connu était celui que formait le magicien John Dee avec son médium Edward Kelly. Mais comprenons bien ces deux personnalités. Tout d'abord, le magicien possède généralement beaucoup d'énergie. Peu sensible à la voyance, par exemple, c'est plutôt un analytique avide de connaissances. Il a souvent un côté masculin plus prononcé et de grandes mains, comme on le voit chez les magnétiseurs de nos campagnes. Le médium, quant à lui, est très sensible. Il voit ce que les autres ne peuvent pas voir. Il peut avoir des flashs du passé ou du futur. Si c'est un homme, il est souvent efféminé. C'est davantage un intuitif qu'un cérébral, et il sera peu enclin à l'étude des sciences, par exemple, préférant un bon roman pour stimuler son imagination. Ainsi, le couple de ces deux êtres crée un équilibre énergétique. L'un sait, l'autre sent. L'un crée, l'autre reçoit. Ce couple est essentiel dans la pratique de la magie invocatoire et donc dans le contact avec d'autres mondes. Pendant que le magicien ouvre la porte et la maintient ouverte, le médium voit et reçoit les informations attendues. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, nous avons tous en nous les deux polarités, l'une dominante, l'autre en retrait. Mais pour la pratique, je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un présentant un équilibre parfait entre les deux polarités. Du coup, en supprimant de l'équation le magicien, les adeptes du spiritisme puis du channeling et des disciplines connexes ont tout simplement laissé l'ignorance et l'illusion prendre le contrôle des médiums pour atteindre des situations très dangereuses. Le médium est une véritable éponge qui ne contrôle absolument pas ce qui lui arrive. Lorsqu'une entité de base astrale rentre en communication avec un médium, il est important de comprendre qu'elle a accès à l'intégralité de son inconscient. Autrement dit, il n'y a rien que le médium ne sache qui ne soit partagé avec cette entité. C'est pourquoi les premiers contacts sont toujours être censés faits avec un parent disparu, un ami ou quelqu'un qui a compté dans la vie du médium. C'est ce que j'appelle, dans mon jargon, le niveau numéro 1. Puis, la confiance prenant le pas, l'entité révèle toujours des choses vraies et normales puisqu'elles sont puisées dans l'inconscient du médium. L'ego du médium, faisant le reste, celui-ci aura bientôt la sensation de discuter avec un personnage connu disparu. C'est ce que j'appelle la mode du Padre Pio, tant il y a de médiums qui prétendent être en communication avec lui. C'est dans mon jargon le niveau numéro 2. Dans la troisième étape, ou dans le troisième niveau, il aura l'extrême chance de communiquer avec des anges, archanges, extraterrestres ou que sais-je encore. À ce stade, il devient impossible de faire sortir le médium de son délire. Il n'a plus que des certitudes et toute voix de la raison l'effraie. Il devient souvent paranoïaque et n'a plus confiance qu'en ses contacts d'outre-monde. Malheureusement, ce qu'il ne s'aperçoit pas, c'est que les séances de médiumnité sont devenues très récurrentes, durent généralement de plus en plus longtemps et surtout, pompent le médium de ses énergies. Il arrive ainsi souvent que celui-ci s'entoure d'adeptes afin d'alimenter les entités toujours plus gourmandes en énergie. Au final, le médium pourra développer de gros traumatismes psychologiques ou même, dans certains cas, finir en suicide. L'époque actuelle a malheureusement généralisé ces pratiques médiumniques. Avant, la voyante tirait les cartes ou regardait dans sa boule de cristal pour nous dire la bonne aventure. Aujourd'hui, on la sollicite pour qu'elle soit en permanence en contact avec l'autre monde, nous rassurant par les paroles d'un Jésus ou de Saint Michel, nous prévenant d'une apocalypse prochaine dont seuls en réchapperont ceux qui auront écouté les paroles bienveillantes de ces entités. Parmi toutes les techniques médiumniques en circulation, l'une des plus dangereuses à mon sens est l'écriture automatique, car ce n'est plus un simple contact avec une entité. Dans l'écriture automatique, il y a carrément possession d'une partie du médium par une entité. Autrement dit, il y a déchirure des protections énergétiques pour laisser passer une entité inconnue. En effet, lorsqu'un individu est en bonne santé, ses corps énergétiques constituent alors un véritable bouclier entre des énergies hostiles et notre organisme. Plus notre hygiène psychique sera agressée par des dépendances quelconques, plus cette aura protectrice sera mise en danger,
car affaibli. Un médium pratiquant l'écriture automatique déchire volontairement cette aura protectrice afin de laisser passer une entité qu'elle ne connaît pas et sur laquelle elle n'a aucun contrôle. Après son passage, la déchirure reste ouverte et le médium commencera à s'affaiblir psychiquement. J'ai déjà eu l'occasion de raconter à plusieurs reprises cette anecdote où au cours d'un travail énergétique sur une médium pratiquant l'écriture automatique, j'avais pu constater qu'il ne manquait pas moins de la moitié de son aura, qui s'était purement et simplement volatilisée. Les dangers sont réels. J'ai eu dans mes proches une personne, convaincue d'être en contact avec des anges par écriture automatique, qui a fini par se jeter dans un fleuve pour se suicider une semaine avant le 21 décembre 2012, car les anges lui disaient que la fin du monde approchait. Celle-ci doit certainement faire aujourd'hui le bonheur de nombreuses entités de base astrale qui se nourrissent de son suicide. Soyons clairs, je n'ai pas cherché dans cette vidéo à vous effrayer, mais uniquement à vous informer. Oui, le contact entre les mondes existe, et ce depuis la nuit des temps. Mais il requiert des connaissances, un travail sur soi et une adaptation que peu de personnes ayant pignon sur rue aujourd'hui peuvent se targuer d'avoir. La science magique en a de tout temps possédé les clés. La science d'aujourd'hui commence à peine à en soulever le voile. Mais à côté de ça, le mouvement New Age a véhiculé de nombreuses illusions et de fausses informations sur ce qu'est réellement la spiritualité. À tel point que je me demande aujourd'hui si le New Age n'est pas le fruit pourri dont nous nourrit des entités malveillantes qui ne voient en nous que des pompes à énergie en libre service. Pire, je suis aujourd'hui convaincu que la présence médiumnique de ces innombrables entités agit-elle une véritable contre-évolution spirituelle, nous maintenant par des paroles bienveillantes dans un attentisme et un immobilisme complet, attendant simplement que les choses arrivent. Mais la vie, ce n'est pas ça. Pour avancer, pour évoluer, il faut se battre. Il faut apprendre, il faut étudier. Il faut vivre des expériences, des échecs et tirer profit de chaque nouvelle aventure. Rien n'est facile sur une voie d'évolution spirituelle, et ceux qui pensent le contraire sont certainement déjà sous l'influence de la contre-évolution. Évidemment, dans tout ce que j'ai abordé aujourd'hui, beaucoup ne seront pas forcément d'accord, et je m'attends à recevoir bien des critiques. Néanmoins, je n'ai pas cherché à vous imposer une vérité, seulement vous présenter ma vérité, ma vision des choses, après des années d'expérience et d'études. Ça vaut ce que ça vaut. À vous de juger. Mais essayez toutefois de confronter mes idées à vos idées, d'expérimenter et de tester avant de vous faire une opinion. Et surtout, n'oubliez jamais que nous faisons tous partie d'un tout dont nous ne sommes qu'une infime partie.